mais je remarque que le démarrage de chacune des précédentes s'est fait à chaque fois sur le même mode. Je présente en quelques minutes un sujet, une question ou un problème, puis j'accueille une ou un invité en précisant quel ou qui est directeur de recherche au CNRS, ou à l'INRA, ou au CEA, ou ailleurs. Les choses vont se passer différemment aujourd'hui. J'accueille en effet non pas un savant, quoique, mais tout à la fois et dans la même personne, un acteur, un compositeur, un monteur, un musicien, un scénariste, un humoriste et un écrivain. Et je dois oublier 2 ou 3 choses, notamment père de famille nombreuse. Bonjour Alexandre Astier. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir dans ce studio et un peu intimidé aussi. Vous êtes très connu par la série Kaamelott qui vous a rendu accessible à toute forme de liberté depuis le succès que cette série télévisée a rencontré. Et mon intention est de converser à bâton rompu avec vous, et c'est d'ailleurs ce à quoi invite le nom de cette émission. Mais il faudra bien lui trouver un titre. Est-ce qu'un titre comme Quand la science est de mise en scène vous convient ? Là, oui, il faut faire la petite césure que vous avez faite, quoi. Elle est imposée. On est obligé de la faire. Alors c'est bien sûr en référence à votre nouveau spectacle qui s'intitule L'Exoconférence, que vous avez joué au Théâtre du Rond-Point à Paris et que vous allez maintenant jouer dans toute la France. Alors j'ai consulté votre biographie, j'ai vu tout ce que vous avez fait, et ma première question est la suivante. Comment fait-on pour avoir seulement 40 ans à votre âge ? C'est-à-dire en ayant fait autant de choses. Il y a un paradoxe, c'est ça ? Vous voulez que je vous explique un paradoxe ? Quand on voit, oui, la liste de vos travaux, de vos participations à des spectacles, vos travaux d'écriture, on a l'impression que vous êtes un travailleur acharné. Vous avez de l'aide ou vous faites tout seul ? Non, je crois pas que je fasse tant de trucs que ça. Par contre, quand je l'ai fait d'un coup, quoi. Peut-être pour m'en débarrasser, peut-être que j'aime pas travailler, justement. Enfin, j'insiste, quand on voit la liste de toutes vos œuvres, si j'ose dire, on se dit cet homme-là doit avoir 70 ans. Oui, il a commencé petit, non ? C'est le cas ? Je crois un peu, ouais. Mais la musique, en tout cas, oui. La musique, j'ai commencé très petit, à 6 ans, sur un conservatoire. Puis j'ai commencé à composer assez tôt. Vers 10 ans, j'ai commencé à bricoler des trucs. Et puis après, alors mon seul plaisir d'ado était pas de sortir avec les autres ou tout ça, parce que j'aimais pas les groupes et tout ça. Donc mon plaisir était de rentrer chez moi et de faire de la musique dans ce qu'on appelle un home studio, qui a gonflé au rythme des anniversaires et des Noëls quand il manquait des appareils. Et en fait, je pense que j'ai jamais eu tant de plaisir que de travailler dans ma chambre, et je continue de le faire maintenant. Mais du coup, ça par contre, c'est une habitude d'aller me retrouver avec mes jouets dans ma piole. C'est un truc que j'ai gardé, oui. Cette idée de l'exoconférence, est-ce qu'elle fait suite à une première tentative que vous avez faite, très réussie d'ailleurs, sur la physique quantique, que j'ai vu sur Internet? C'est un spectacle qui s'intitule La physique quantique, un bilan mitigé. C'est ça. Qui a été vu par un nombre considérable c'est un d'internautes. sketch et pas un spectacle. C'est juste une petite intervention dans un spectacle choral qui avait lieu à l'Olympia. Le problème étant que mes confrères humoristes étaient venus faire des sketchs entre guillemets un petit peu plus classiques sur des sujets un peu plus attendus dans ce genre de rendez-vous, et je m'étais fait très très peur ce jour-là, parce que, cher Étienne Klein, vous n'êtes pas sans savoir que je ne sais absolument pas de quoi je parle quand il s'agit de physique quantique, donc je m'étais pointé sur scène. Alors justement, qu'est-ce qui vous a amené à la physique quantique, sachant que vous ne la connaissiez pas ? Comment s'est fait le contact ? Alors déjà parce que Feynman dit que les gens qui pensent savoir ce que c'est que la physique quantique, en fait, c'est pas normal. Voilà. Donc ça a des complexes. Bah oui, mais si personne ne doit la comprendre, je fais partie du groupe, on est d'accord. Mais c'est vrai que ça part du principe que je parle à des gens qui ne savent pas non plus ce que c'est. Donc en fait, on se retrouve entre nous, finalement. Le seul risque que j'avais à cette époque-là, c'était que vous soyez dans la salle, mais c'était pas le cas, donc tout va bien. Non, mais je l'ai vu après, j'ai vu qu'une erreur, c'est E égale H nu, qui est écrit E égale H-N. Parce que oui, je l'avais vu sur un truc. Mettre en caractère symbole, ça fait un caractère grec, nu à la place de N, et tout le reste est exact. Ah non, mais parce que je me renseigne quand même. Oui, c'est pour ça que je parlais de travail. Ça demande, j'imagine, pour écrire un tel sketch, un travail colossal. Ah ben, pour l'écriture, moi, triple, quadruple même. Il faut jouer, écrire, répéter. Oui, en revanche, il y a une petite chose que j'ai dans le coin de la tête, c'est là où en est le public vis-à-vis de tel sujet. A priori, là où j'en suis moi avant d'écrire, avant de chercher. Mais en fait, je fais ça pour tout, pas simplement ça. C'est-à-dire que si je fais un film sur un sujet
Par exemple, la bête du Gévaudan. Je suis en train d'écrire là-dessus et en train de faire des recherches. Ça n'a rien à voir avec la physique quantique. Absolument rien. Mais justement, je me décale du truc pour expliquer que simplement, avant d'écrire, j'en suis au niveau de Monsieur Tout-le-Monde. C'est-à-dire que j'ai des fantasmes peut-être sur la chose, je fais des erreurs, je crois ça, il y a un petit peu de complotisme là-dedans ou pas. Et en fait, en faisant des recherches, je m'éloigne de la vie de tout le monde pour faire un pas de plus. Et je pense que faire un film, faire une série, faire un spectacle, faire quoi que ce soit, c'est faire un pas de plus. Un pas de plus que celui qui va venir. L'exoconférence ou le sketch de la physique quantique dont vous parlez, c'est le pas de plus que j'ai fait, mais évidemment partant de zéro. Donc je me suis mis sur la marche 1. Et je pense que je me sers tout simplement de ce décalage pour... il suffit, normalement. Mais vous n'avez pas complètement répondu à la question. Qu'est-ce qui vous a mis en contact avec la physique quantique? C'est d'avoir lu Feynman? Tout le monde ne lit pas Feynman. Ce qui m'a mis en contact avec la physique quantique, très sincèrement, c'est l'agacement de ne pas la comprendre. Mais vous en aviez entendu parler, donc oui. De certaine façon, vous la connaissiez, mais par quel biais? Alors, le problème, oui, j'ai toujours été intéressé. Je suis du genre, quand je prends le train, j'achète Science et Vie. Voilà. Voilà. Bon, non, mais si, quand même. J'ai un petit fond. J'ai toujours voulu être astronome quand j'étais petit. Pas trop pompier ni vétérinaire. Donc j'ai toujours su le nom des planètes, les trucs comme ça, d'amateur. Mais la physique quantique, quand elle se présente à vous dans des sujets, dans des bouquins, dans des magazines, dans des trucs comme ça, ça résiste. Et ouais, j'avoue que c'est très agaçant, cette physique quantique. Cette physique quantique, vous n'avez peut-être plus le souvenir de ce que ça fait à quelqu'un qui n'est pas... si, je vois bien l'effet que ça produit sur les étudiants. Je me souviens très bien de l'effet que ça a produit sur moi lorsqu'on m'en a parlé la première fois. Moi, j'en étais... Là, il faut bien comprendre que pour écrire l'exoconférence, moi, j'ai déjà fait un bond. C'est que la relativité, par exemple, j'avais jamais pigé du tout ce que c'était. La théorie de la relativité d'Einstein. Voilà, la dilatation des horloges, tout ça, le fait que notre temps était une convention et pas... C'est pas exactement ça, c'est pas tout à fait une convention, c'est simplement quelque chose qui existe pour chaque observateur, qui n'est pas universel. Non mais on est bien d'accord que... Bon, on va pas s'engueuler, mais non. On est bien d'accord que tout de même, on compte beaucoup sur l'apparente immédiateté de la vitesse de la lumière sur Terre pour convenir que c'est la même partout. Oui. C'est que quand on change d'échelle, après ça devient absurde. Mais nous, il y a une petite convention quand même. On vit dans la vie quotidienne, en tout cas, comme si le temps était newtonien, en effet. Universel, absolu, ce qui permet de prendre des rendez-vous. Exactement. Les particules ne pourraient pas prendre de rendez-vous. Chacune a son temps propre et les temps de l'une et de l'autre se décalent en fonction de leur trajet dans l'espace, ce qui fait qu'elles ne peuvent jamais convenir d'une heure de rendez-vous. Donc on est bien d'accord que dans nos vies, on n'a pas... On ne peut pas assister à la dilatation des horloges, à part avec les GPS ou les trucs. Ni à la physique quantique, c'est-à-dire que c'est la beauté de cette physique, c'est qu'elle ne se montre pas directement par l'observation courante et qu'il faut se décaler pour la découvrir. Mais est-ce que c'est normal, est-ce que c'est vrai qu'on devient fou à force de physique quantique? Je connais des contre-exemples, mais je connais aussi des exemples. D'accord. Il y a un petit risque quand même. Il y a un petit risque. Pas besoin d'une boule de cristal pour voir que la terre tourne mal. Le monde appartient aux plus sages d'entre nous, les savants, les poètes et les fous. Alors vous dites dans une interview du Monde datée du 25 septembre 2014, « Mes vrais prêtres sont les astrophysiciens et les biologistes, car j'adore l'humilité et l'objectivité qui sont la meilleure réponse face à l'inconnu. » Oui. Depuis toujours? Vous avez pensé que c'était les scientifiques qui détenaient l'humilité et l'objectivité? L'humilité, par exemple? Non, mais je vous connaissais pas encore. Mais non, il y a un truc quand même, c'est que je les oppose aux complotistes quand même beaucoup. Le fantasme, il fait reculer les choses. Et je pense qu'il y a derrière chaque fantasme un besoin de croire. Alors quand on parle d'extraterrestres, évidemment, mais c'est vraiment la question. C'est-à-dire que les extraterrestres, selon moi, ont remplacé Dieu à un moment. C'est un peu Dieu 2.0, en tout cas à l'époque du nucléaire, à l'époque des risques considérables qu'on faisait prendre à notre propre planète, au moment où on a eu ce pouvoir-là. Et je pense que là, on s'éloigne de la vérité. Et si jamais il existe une vérité, elle ne viendra pas par ceux qui ont envie de quelque chose. Et ce que j'aime bien chez les scientifiques, même si j'admets que c'est un peu naïf de penser que les scientifiques peuvent représenter un groupe uniforme, isotrope,
Et homogène. Quand même, il y a un petit réflexe chez eux d'observer avant de penser, et en tout cas de mettre leur désir de trouver après la recherche. Au Donc moins. vous pensez qu'on déclare aimer la vérité, mais en réalité on déclare vrai les idées qu'on aime. Ah, il me semble bien, oui. En tout cas, quand on regarde la mythologie extraterrestre et ce à quoi les gens ont tenu absolument, ce que les gens ont désiré, c'est généralement remplir un vide. C'est remplir un vide psychologique, une Parce qu'on sensation se sent trop de solitude seul même. si on est seul sur Terre, et si la Terre est seule au monde, si j'ose dire, en tant que planète habitée, on se sentirait trop seul. Et en même temps, ça permet d'avoir un orgueil incroyable. Mais on l'a quand même. Alors ça, paradoxalement, on l'a quand même. C'est-à-dire qu'il y a un orgueil improbable, mais on s'est inventé des surveillants, en fait. On s'est inventé des pions, notamment à partir du nucléaire, qui nous surveillent, et alors discrètement. De l'extérieur. Ils n'interviennent pas, mais ils ont l'air de patrouiller. Ce que j'ai retrouvé le plus souvent dans la mythologie extraterrestre et dans... je ne parle pas de la mythologie ancient alien qui parle du fait que chaque grande découverte des civilisations anciennes ont été faites par la visite extraterrestre, mais celles qui sont venues après-guerre, on a bien l'air de s'être inventé des surveillants, discrets, bienveillants certainement, susceptibles de punir peut-être, ça dépend des histoires, mais en tout cas, il y a cette idée de patrouille. Alors que s'est-il passé le 6 octobre 1995, vous vous en souvenez? Vous étiez tout jeune à l'époque. C'est pas la découverte de la première exoplanète? Si. C'est Michel Mayor et bravo, qui est Didier Queloz qui annonce la découverte de la première exoplanète qui s'appelle 51 Pégasi et qui est à 40 années-lumière de chez nous. Vous en parlez dans le spectacle. Parce que vous dites que cette date-là, c'est une des plus importantes de l'histoire de l'humanité. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je suis d'accord aussi, mais en fait, j'ai pas le souvenir d'avoir assisté en direct à cette annonce. C'est après coup que j'ai appris qu'il existait en effet au moins une exoplanète. Aujourd'hui, il y en a presque 2000, je crois, qui sont répertoriés. Mais assez vite, je me suis convaincu que les distances étaient telles qu'on ne pourrait jamais entrer en contact avec ces gens. Moi, j'ai une petite question à vous poser à propos des exoplanètes, et notamment de ce 1995. Et ça, c'est un truc proprement scientifique, mais là, il y a un truc que je ne comprends pas. Est-ce que les exoplanètes étaient supposées et tues avant d'être vérifiées? Ou est-ce que réellement, on s'est dit, ça existe, alors qu'on pensait que ça n'existait pas? Il y avait évidemment des gens qui posaient la question, et d'autres, parfois les mêmes, qui faisaient des recherches. C'est le cas de Michel Mayor. Il a voulu voir. Il est allé regarder avec des moyens nouveau, et il a détecté par des voies directes ou indirectes, puisqu'il y a deux façons de les découvrir, par transition et par transition, je vois ce que c'est quand elle passe devant son étoile, c'est ça? Oui, il y a une variation de la lumière émise par l'étoile qui est due au fait qu'il y a un obstacle qui se met devant elle. Et puis il y a aussi les mouvements de l'étoile elle-même. Je ne suis pas spécialiste, c'est vous le savant en fait. Alors il paraît qu'avec le mouvement de l'étoile elle-même, on peut déterminer qu'il y a quelque chose qui active la force de gravitation. Voilà. Peut-être. Mais alors du coup, on pensait vraiment qu'on était il y avait vraiment une théorie sérieuse qui pensait qu'on pouvait être le seul système planétaire de l'univers, ou en tout cas une exception là-dessus. En tout cas, il y avait des conditions qui étaient résumées dans une formule qui s'appelle la formule de Drake pour que la vie soit possible quelque part. Il ne suffit pas qu'il y ait une planète pour que la vie soit possible dessus, évidemment, mais ces contraintes sont très très fortes, et du coup, on pouvait imaginer soit que nous étions seuls, soit que ces contraintes étaient moins dures que ce qu'on imaginait, auquel cas il fallait imaginer une infinité de mondes analogues aux nôtres. Bon, les philosophes l'avaient pensé, Giordano Bruno et quelques autres. Donc l'idée était quand même dans l'air. C'est pas une théorie d'ailleurs, c'est simplement une hypothèse. Et la démarche scientifique, c'est d'aller y voir autant que possible. Alors du coup, l'équation de Drake, est-ce qu'elle est mise à mal avec la certitude maintenant que quand même un soleil a de fortes chances de... Non, mais simplement, dedans, il y a des probabilités qu'on multiplie les unes par les autres. Donc on les change. Certaines sont difficiles à estimer. Voilà. Donc c'est une formule qui n'a pas de vérification empirique directe. Elle est bâtie sur des hypothèses. Quelles sont les conditions pour que la vie apparaisse? Il faut de l'eau qui existe dans les trois phases. Il faut une distance, il faut même une définition de la vie, d'une certaine façon. Oui, parce que... Qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est qu'une vie intelligente? Quand Hawking dit peut-être qu'il y a des formes de vie qu'on ne considérerait pas comme telles, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On peut tout imaginer. Simplement, toutes les formes de vie qu'on connaisse sont basées sur la chimie du carbone. On pourrait imaginer que d'autres formes de vie soient possibles, mais c'est très difficile. Et le carbone, il faut qu'il soit produit. Il est produit de façon très particulière dans les étoiles par des
des interactions nucléaires qui sont bien identifiées. Ça, Quand c'est elle plutôt, meurt, la question, d'ailleurs, non c'est plutôt la question de savoir s'il pourrait y avoir d'autres univers avec de la vie. Mhm. Et la condition qu'on croit difficile à dépasser, c'est il faut qu'il y ait du carbone. Et pour qu'il y ait du carbone, il faut que les étoiles fassent leur travail jusqu'à produire du carbone. C'est-à-dire mourir. Non, pas forcément. Enfin, elles meurent toutes, de toute façon, puisqu'elles épuisent leur combustible nucléaire. Mais il faut qu'elles puissent fabriquer des éléments aussi lourds que le carbone à partir d'éléments plus légers. Ah oui. Et la Lune? J'arrive jamais, c'est fou, hein, j'arrive jamais à me souvenir si Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont atterri près du mont Hadley ou sur la mer de la Tranquillité. Ou dans le Nevada, près de l'Area 51, filmé par Stanley Kubrick. 66 millions d'Américains pensent qu'on n'y est jamais allé. Et 66 millions d'Américains pensent que les extraterrestres se sont crachés à Roswell. Est-ce que ce sont les mêmes 66 millions? Certainement. J'ai vu votre spectacle, je dois l'avouer, avec un grand bonheur. Et vous racontez très très bien, dans une mise en scène assez éblouissante, le paradoxe de Fermi. Bon, je ne savais pas que Fermi était alcoolique. Et je peux m'excuser de ça, si vous voulez, en parce public. que Il n'y a c'est quand aucun même, problème. Bah oui, il faudrait le faire, parce que là, je l'ai vu d'une façon telle que je ne l'avais jamais imaginé. Alors le paradoxe de Fermi, il a été énoncé en 1950 par Fermi, justement, en discussion avec d'autres physiciens, dont Teller, je crois. Oui, les prénoms sont justes. Hein. Oui. Herbert, Oui. Edward, ils étaient là. Voilà, et le constat, c'est que le Soleil est une étoile jeune par rapport à d'autres, donc il y a des étoiles plus vieilles. Et s'il y avait une vie extraterrestre intelligente, les gens qui ont pu apparaître dans ces autres systèmes auraient dû avoir le temps de nous coloniser, et donc les extraterrestres devraient être là. Voilà. Or, ils ne sont pas là. Avec quand même la petite question qui dit que le besoin de colonisation n'est pas forcément un besoin universel. Voilà. C'est-à-dire que peut-être qu'il y en a qui aiment rester chez eux. Enfin, Donc il y a plusieurs façons de résoudre ce paradoxe. Je crois que l'un de ceux à qui Fermi l'avait expliqué, je crois que c'est Teller, avait répondu « Mais si, ils sont là, ce sont les Hongrois ». Tout de même, ce paradoxe de Fermi, il a donc, parce que c'est lui qui a un petit peu la base de l'équation de Drake aussi. Et en fait, ce paradoxe, il a gonflé après ce fameux événement. Mais quand les gens appellent, ont essayé de savoir ce qui s'était vraiment dit dans cette cafétéria de Los Alamos, ils s'en souviennent pas tellement, eux. C'est-à-dire que la réponse de ce fameux Herbert, c'est quelque chose comme « Oui, c'est possible. » Mais est-ce que Fermi l'a rédigé, ce paradoxe, ou c'est Non, déjà ça pas là en tout cas. Il l'a rédigé après, mais non, c'est un journaliste qui l'a rédigé en premier. Il l'a rapporté. Et... Mais c'est eux, je pense, qui... Alors de là, est-ce qu'ils ont picolé Étienne Klein, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire oui ou non, mais après c'est mon boulot d'extrapoler. Mais là, franchement, c'était quand même dans une cafétéria. C'était à Los Alamos, au laboratoire, je suis d'accord, mais dans la cafétéria. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est vrai. Bon, il y a une petite extrapolation là. Mais bon, c'est possible. Oui, tout petit peu. Alors, dans l'interview du Monde que je citais tout à l'heure, du 25 septembre, vous dites en conclusion « Piger où on est, ce n'est jamais chiant ». Je cite. Oui. C'est-à-dire que vous interrogez la place de l'homme dans l'univers, sa singularité, son unicité, la place qu'il y joue, de quel projet pourrait-il être l'aboutissement. Mais après avoir mené toutes ces recherches, vous avez pigé qu'on est où? Alors, non, il y a un petit mensonge là-dessous, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a aussi vraiment une véritable possibilité de vivre en s'en foutant. Je crois. Sauf que c'est pas un truc que j'ai envie de défendre. Mais je pense qu'on peut se foutre d'où on est. On peut même ne pas s'intéresser à ses origines. On peut même ne pas savoir d'où on vient. C'est pas vraiment problématique. On a un petit gap de 70 ans pour essayer de bricoler quelque chose. Je pense qu'il y en a qui se cantonnent au navet, par exemple. C'est-à-dire le navet, ça peut être bien cultiver son navet. Peut-être, ça peut, à mon avis, vous faites un enfant ou deux, vous avez... Oui, vous en êtes à 5. Moi, j'en suis à 5, oui, mais parce que je me back up un peu pour pas m'ennuyer, je sais pas.
Mais non, c'est possible qu'on puisse vivre sans savoir d'où on vient. Après, je trouve que c'est effectivement jamais chiant. J'aime bien le terme banlieue de la Voie lactée pour notre système solaire. Est-ce que ça vous convient? Oui, on est à la périphérie, évidemment. Alors après, il paraît qu'on est quand même... pour ceux qui disent que l'équation de Drake n'est pas forcément valable parce que on a une petite particularité, c'est que du point de vue de la gravitation, on est un peu entre le centre et la fin, donc on est un peu maintenu... on est un peu maintenu au milieu, sans qu'on soit attiré vers le centre dangereusement ou expulsé. Mais c'est un peu la conclusion de votre spectacle. D'ailleurs, vous posez la question de la vie extraterrestre, de la quête qui a été menée et qui continue d'être menée pour savoir s'ils existent ou non. Mais à la fin, vous concluez en disant, mais finalement, on s'en fiche, quoi, puisque même s'ils sont là, il n'y a aucun moyen d'entrer en contact avec eux, parce que les distances sont telles que même si leurs vaisseaux sont très rapides, les durées des voyages concernés seraient incompatible avec la durée de vie humaine. Bah, c'est compliqué parce que que ne peut-on espérer d'une civilisation qui aurait des millions d'années d'avance sur nous? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est là où ça devient dingue de réfléchir à ça. C'est que à partir du moment où on considère qu'ils ont tout réglé et qu'ils peuvent contourner les lois de la physique, c'est idiot de dire qu'ils peuvent pas venir. Mais en même temps, si l'univers est isotrope et que les lois de la physique sont les mêmes chez eux, il y a des choses difficiles à contourner. Et on peut espérer qu'elles soient difficiles à contourner, même avec des millions d'années d'avance technologique. Mais on peut espérer contourner les lois de la physique, parce que les lois de la physique ne sont peut-être pas les lois physiques, les vraies. Mais les lois physiques, il me semble qu'on ne pourra jamais les contourner, puisque justement, ce sont des lois physiques. Donc ça, c'est... Bon, alors partons du principe que c'est pas contournable, ils peuvent donc pas venir, ok? Voilà. Et donc, à partir... Bon, c'est un... Le « on s'en fout », ça m'a été inspiré par... Ça m'a été inspiré par un des astrophysiciens que j'ai consulté pour écrire ce spectacle. Il y a Roland Lehoucq aussi qui m'a parlé de l'accélération et la décélération. Aller à la vitesse de la lumière ou s'en approcher, en tout cas, c'est une longue entreprise pour y aller et pour en revenir. Il me semble qu'on est obligé de s'en foutre. On est obligé de s'en foutre. La vitesse de la lumière, en relativité, c'est vraiment une vitesse limite. Elle impose une borne, elle empêche des choses, elle intervient comme un principe d'interdiction, en quelque sorte. D'ailleurs, il y a une belle anagramme. La vitesse de la lumière a pour anagramme « limite les rêves au-delà ». Ouais, c'est pas mal. France Culture, la conversation scientifique. Étienne Klein. Il faut bien comprendre que la vitesse de la lumière est une constante. Il se trouve que c'est la vitesse à laquelle va la lumière dans le vide. Mais c'est une limite fondamentale. Il n'y a que la lumière qui va à la vitesse de la lumière. Un objet à la vitesse de la lumière? Attendez, déjà, il faudrait répartir l'accélération sur combien d'années pour que les jets soient supportables à l'intérieur de l'appareil? Comme ça, à la vitesse lumière, hop, boum! Mais le type à l'intérieur du cockpit, il passe directement du compte à rebours à l'état gazeux. 1, 0, ignition. Psst, ah, on a perdu Jean-Mi. Ah, merde! Alors, dans votre spectacle, dans mon souvenir en tout cas, vous ne parlez pas des grandes questions de la cosmologie d'aujourd'hui, qui sont la matière noire, l'énergie noire, c'est-à-dire des choses qui nous demeurent mystérieuses. La matière noire, c'est une matière de nature inconnue, qui, si on en croit les équations d'Einstein pour la gravitation, n'émet pas de lumière, mais agit gravitationnellement sur les objets physiques, notamment sur les galaxies. Et puis l'énergie noire, c'est une énergie de nature inconnue, là encore, qui est censée être à l'origine de l'accélération de l'expansion de l'univers. Et le fait qu'on ne connaisse pas ces deux choses, qu'on ne sache pas dire de quoi elles sont faites, interdit de conclure en matière de cosmologie. C'est-à-dire, il se peut que nos lois physiques, desquelles on déduit l'existence de ces choses, soient fausses. Et puis tant que si elles existent, on n'a pas réussi à identifier de quoi elles sont faites, on ne peut pas dire qu'on ait fini le travail. Mais du coup, est-ce que ce qui nous manque à savoir sur l'énergie et la matière noire, le jour où on en saura plus, est-ce que c'est censé contredire ce qu'on a ou le compléter? Ben, ça dépend. Ah ouais. C'est-à-dire que quand il y a une contradiction entre, disons, ce que disent les lois physiques et ce qu'on observe, il y a deux solutions possibles. Soit les lois physiques sont fausses, soit il existe dans l'univers quelque chose qu'on n'a pas encore identifié, qui, s'il existait, rétablirait l'accord entre la théorie et l'observation. C'est-à-dire que normalement, il devrait y avoir autant de matière noire que de... Non, c'est pas une question de quantité, c'est que
quand on regarde la dynamique des galaxies, on voit qu'elle est impulsée par des masses plus importantes que les masses que l'on Ils voit. sont autour, c'est Et ça? donc on dit qu'il doit y avoir de la masse supplémentaire, de la matière noire, qui n'émet pas de lumière, mais qui agit par le biais de la gravitation sur les galaxies. Et donc ça se déduit du calcul. Il manque quelque chose pour que les équations soient conformes à ce qu'on observe. Donc on met dans les équations plus de masse que celle qu'on voit, et on se demande ensuite de quoi est faite cette masse. On peut aussi dire, mais finalement les lois sont fausses, il faut en trouver d'autres, et comprendre la dynamique des galaxies sans invoquer l'existence d'une matière supplémentaire. Donc la matière noire n'a jamais été observée. Pour l'instant, non. Elle a été rajoutée au calcul. Elle est rajoutée dans les équations pour que les équations soient valides. Et elle est là pour empêcher quoi, cette Elle n'est pas là hypothétique pour matière quelque noire? chose, elle est là. Si elle est là, elle est là. Non, mais elle explique que quoi? Que les galaxies ne se... Que la gravitation que subissent les galaxies est plus importante que celle qui vient des masses visibles qu'elles contiennent. D'accord. Et l'énergie noire, c'est un peu la même chose, au sens où c'est le même genre de problème. C'est-à-dire que l'expansion de l'univers s'accélère, on le sait depuis plus d'une dizaine d'années. Et le moteur de cette expansion s'appelle l'énergie noire, on ne sait pas ce que c'est. Il y a évidemment pas mal d'hypothèses qui sont discutées. Mais le fait de dire qu'elle existe s'appuie sur la foi qu'on a dans le fait que les équations d'Einstein pour la gravitation sont les bonnes. Alors, est-ce que Einstein est toujours une chose sur laquelle on peut compter aujourd'hui, là, quand on se parle maintenant, là? Alors, Einstein ou ses théories? Ces théories. La relativité, Ça tient. ça tient, c'est la théorie cadre de l'espace-temps pour toutes les interactions. Il n'y a pas un type qui est sorti. Parce que vous savez quand même que sur Internet, on trouve des gars qui contredisent tout ça. Non, bien sûr, mais... Non, mais vraiment, sérieusement, Oui, bien des sûr. gars qui disent bon, non, Einstein, c'est fini, tout ça. Ben oui, moi je connais pas de physicien travaillant dans un laboratoire qui utilise pour décrire l'espace-temps une autre théorie que la théorie de la relativité restreinte, qui est à la base de, par exemple, le modèle standard de la physique des particules. Donc elle supporte aussi toutes les nouvelles choses. C'est-à-dire qu'elle a résisté à toutes les découvertes. Oui. Et au XXe siècle, il y a eu énormément de découvertes, il y a eu très peu de révolutions. Les révolutions, c'est la mécanique quantique, c'est la relativité restreinte, la relativité générale, et depuis, toutes les découvertes s'insèrent dans ces cadres qu'on élargit, qu'on comprend autrement, mais qu'on ne modifie pas dans les principes. Est-ce que c'est exact, j'en profite que vous êtes là. C'est hein. qui pose les questions là Bah, je vais en poser une petite. Est-ce que c'est exact que Einstein a rajouté une fausse constante dans ses calculs pour éviter de constater l'expansion de l'univers? Oui, en 1917, il a rajouté en effet une constante qu'on appelle la constante cosmologique. Quand on lui a signalé qu'il n'existait pas de solution stationnaire de ces équations pour l'univers, il a ajouté une constante qui agit comme une antigravité. Donc la gravité a tendance à rapprocher les galaxies, et la constante cosmologique, si elle a le bon signe, c'est une sorte de dilatation de l'espace vis-à-vis de l'espace, et donc il y a un effet qui compense l'effet attracteur de la gravitation. Et si on règle bien cette constante, si on lui donne la bonne valeur, on a un univers stationnaire. Mais alors, du coup, est-ce que c'est simplement, une constante? il a renoncé à cette constante en 1931, il a dit j'ai fait une grosse bêtise. Ah, mais c'était tard. Oui, mais c'est après qu'on ait expérimentalement vérifié l'expansion de l'univers, grâce au télescope qui était utilisé par le physicien Hubble. Mais alors, du coup, Mais est-ce que aujourd'hui, la constante cosmologique est réapparue, et elle pourrait d'ailleurs constituer l'énergie noire. la même? Oui, celle-là. Donc, est-ce que notre énergie noire, c'est pas un peu une constante cosmologique? Est-ce que c'est pas un truc qu'on rajoute parce qu'on comprend pas? Ou est-ce que c'est pas un truc qu'on rajoute exactement parce que on voudrait pas casser le schéma de la cosmologie qu'on a aujourd'hui? Ben, disons qu'il n'y a aucune raison de le casser a priori. On l'adapte et on voit si on peut le sauver grâce à cette adaptation. C'est ce qu'il a fait. Il y a des cosmologies avec constante cosmologique, il y a des cosmologies sans. Et ensuite, il faut tenir compte des contradictions qu'il peut y avoir entre la physique quantique et la relativité générale. Bon, là, ça devient un peu plus compliqué. Il y a des gens qui contestent l'idée que l'énergie noire puisse être la constante cosmologique, d'autres pensent que c'est l'énergie du vide. Donc il y a des débats qui sont compliqués par le fait que les concepts qu'on trouve en relativité générale ne sont pas transposables en physique quantique, puisque les principes de ces deux théories, qui sont les piliers de la physique d'aujourd'hui, ne sont pas forcément compatibles. Et donc on n'a pas forcément le droit de transporter un concept qui vient de l'une vers l'autre et réciproquement. Donc il y a un gros travail critique à faire sur les concepts de la physique d'aujourd'hui. Donc, il y a débat. Donc il y a débat. Bon. Il y a débat et il y a un manque de données qui empêche de conclure par l'expérimentation ou par la comparaison entre les hypothèses qu'on fait et les observations qu'on peut effectuer par ailleurs. Alors,
parce que c'est quand même à moi de poser les questions. Ouais. J'ai lu que, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, que Alexandre Astier, vous vous intéressez maintenant à la bête du Gévaudan. Alors comment ça naît ces idées celle de Kaamelott, par exemple, de raconter l'histoire des chevaliers de la table ronde, puis faire un spectacle sur la physique quantique, puis un autre sur les exoplanètes, puis un autre sur la bête de Gévaudan, puis un autre sur Bach. Ça naît comment ? Je me sers de mon métier pour régler mes problèmes de gamin, en fait. Je pense que petit à petit, je m'attelle à toutes les choses qui m'ont animé quand j'étais petit. Pour des différentes raisons, mais je pense que c'est les sujets auxquels je crois. Et puis c'est surtout, je pense que c'est les sujets dans lesquels je suis capable de verser une motivation suffisante pour faire tout ce bazar. La bête du Gévaudan, c'est... pour prendre cet exemple-là, c'est parce que je viens du Gévaudan. Les Astiers sont du Gévaudan depuis toujours. Enfin, ça s'appelle la Lozère maintenant, mais c'est le Gévaudan. Que mon arrière-grand-mère était bergère et qu'elle me racontait des histoires de loups et que cette terreur a bercé mon enfance un peu. Et au-delà du fait qu'effectivement la bête du Gévaudan qui s'est passée complètement dans ce berceau-là est tout de même un fait divers, un de nos faits divers les plus incroyables qui nous soit arrivé, quoi. Et il y a encore, beaucoup de gens enquêtent, beaucoup de gens ont des théories. C'est une mythologie qui a suivi les âges. À l'époque où la bête pouvait être divine, ça a été un diable. Aujourd'hui, où le loup est un animal à protéger et où la bête est l'homme, les théories qui circulent sur la bête du Gévaudan culpabilisent beaucoup l'homme et on en fait un serial killer et tout ça. Donc voilà, c'est un sujet passionnant qui m'a fait rencontrer des éthologues, des zoologues, des spécialistes de Versailles et de l'Ancien Régime et Et ça va donner quoi? Un spectacle, une conférence? J'espère un film. Un film. Parce que l'exoplanète, je ne sais pas comment l'appeler, c'est un spectacle qui invente une nouvelle façon de parler de la physique. C'est pas une conférence, c'est pas... C'est flatteur de votre part, mais vous êtes non, sûr c'est un nouveau genre. Ça ne ressemble à rien que j'ai pu voir ailleurs. L'exoconférence, c'est pas complètement comique, il y a aussi des moments de gravité, des moments de poésie, des moments d'interrogation métaphysique. Et en même temps, on apprend beaucoup de choses. Enfin, je pense que beaucoup de spectateurs apprennent des choses. Vous n'avez rien appris, Étienne Klein. Si, moi j'ai appris des choses sur l'histoire des extraterrestres tels que représentés dans les bandes dessinées. Ah, oui. Il y a la notion de spectacle, c'est-à-dire que je pense que quand j'écris, j'ai des notes, des sujets, même des fois des photos, des trucs dont je sais que je voudrais parler en gros, quoi. Et ça, en fait, ça me prend 98% du temps que je passe à concevoir le truc. L'écriture en elle-même, de ce que vous avez entendu, c'est en quelques jours. C'est vraiment la dernière étape de allez, faut que je lâche. Faut que j'arrête l'étude. Faut que j'arrête une angoisse suprême. Oui, parce que ça meurt à ce moment-là. Je sais pas si vous avez déjà fait du pain, Étienne Klein. Du pain, jamais. Jamais. Si vous essayez un jour de faire du pain et que vous vous intéressez à une mécanique qui est assez sympa, ce qu'est la levure et les levains, vous constatez qu'en fait, le pain, c'est amusant à faire avant qu'il cuise. Quand il cuit, vous tuez la levure. C'est-à-dire qu'il s'arrête à ce moment-là. Alors effectivement, c'est le moment où vous allez pouvoir le donner à manger, ça c'est clair. Mais c'est quand même pour ça qu'on le fait. C'est quand même pour ça qu'on le fait, mais c'est pas ça qui est le plus marrant. Et je pense que dans mon métier, il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire que j'aime beaucoup jouer. J'aime beaucoup aller jouer l'exoconférence. Mais l'étude, à un moment, s'arrête. C'est-à-dire qu'au moment ça veut dire que les dates du spectacle sont fixées avant que vous l'ayez terminé. Ah mon Dieu, oui. Et donc, il s'écrit combien de temps avant la première représentation? Vous voulez dire le spectacle lui-même? Oui. Quelques jours. Quelques jours. Ça doit être atroce. Ouais. Quasiment pas de répétition. C'est marrant, je sens dans votre œil je sens que vous savez exactement de quoi vous parlez. Oui, les articles, les bouquins à rendre, oui. Il y a une espèce de panique que je reconnais. Oui. Ou les émissions de radio. Ou les émissions de radio, par exemple, ouais. Voilà, bon, j'ai décidé de faire comme ça. J'ai décidé de pousser au plus loin et le plus longtemps possible le fait que je ne sais pas ce que je vais dire, parce que c'est le moment que je préfère. Quand il faut que je me décide à savoir ce que je vais dire, il y a un petit abandon, un petit accouchement, appelez-le comme vous voulez, je ne sais pas trop. Et c'était déjà le cas pour Kaamelott, qui est c'est la veille. C'est écrit le soir même, voire le matin même. Pas la structure. La structure, elle est faite avant.
les arches principales, la saga elle-même, elle est fixée. Et puis les personnages, je les connais. Mais en plus, comme j'écris pour des comédiens, j'écris pas des personnages, j'écris pour des acteurs. Si j'ai pas Il faut l'acteur écrire qui peut faire, votre propre rôle, c'était le roi Arthur, plus le rôle des autres, Ouais. le jour même. ouais, Et ils ou, doivent l'apprendre. ou la veille. Ah, par contre, ils l'ont le matin quand ils se font maquiller. Ça, c'est le deal. Oui. Eux aussi, d'ailleurs, ils avaient une petite panique. Je peux comprendre ça. Mais c'est le jeu. On sauve pas Et- des vies en même temps. Et est-ce hein. que ça vient encore, Kaamelott? Il y a une suite, Oui, ça va venir un jour. Il va y avoir des films. Ouais. La suite de l'histoire se déroule notamment au cinéma. Ça m'invite à reposer la question que je posais tout à l'heure, Alexandre Assier. Comment faites-vous pour avoir seulement 40 ans à votre âge? Mais c'est dingue ça. Mais surtout d'entendre ça de quelqu'un qui n'a tout de même pas chômé. Oui, mais je suis beaucoup plus vieux que vous. Vous avez fait tellement plus. De quoi on parle? Il y a 16 ans d'écart. Ben, vous avez 16 ans de travail en plus. Qui Bah, passe d'ailleurs pour 30. Donc posez-vous la question. C'est la relativité encore. C'est la dilatation des horloges. Peut-être que, en fait, il faudrait quoi? Il faudrait travailler en descendant vers le centre de la Terre pour gagner du temps. Oui, il y a un peu plus de gravité, oui, mais ça ne va pas changer pas beaucoup tout, de non choses. Hein, parce que la Terre, c'est pas beaucoup de masse. Alors il faudrait quoi? Plutôt tourner autour de la Terre très Je rapidement? sais pas, me posez pas des questions comme ça à brûle pour point. Ok. Bon, ben, Dans notre référentiel propre, ça va rien changer. Oui, je sais bien, mais enfin, le problème c'est que les vitesses sont. Il faut toujours qu'il y ait des observateurs. C'est quand même dingue cette histoire. On est toujours dans un référentiel. Oui, un référentiel, ça ne veut pas dire un observateur conscient, ça peut être simplement une particule qui a une masse. Ça constitue un référentiel pour lequel on peut définir ce qu'on appelle un temps propre. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on est bien d'accord que si un type il porte une horloge, une grande horloge, et qu'il est sur un tapis roulant, c'est celui qui n'est pas sur le tapis roulant qui va constater qu'elle va moins vite que Le la fait sienne. que l'horloge soit en mouvement ne va rien changer pour elle. Pour l'horloge elle-même. Ouais. Le mouvement est comme rien, disait Galilée, qui a inventé le principe de relativité que reprend Einstein. C'est-à-dire quand vous êtes en mouvement, tout se passe comme si vous n'étiez pas en mouvement. Et c'est d'ailleurs ce qui vous permet de prendre le train. Sans... Si les lois physiques dans le train étaient différentes de ce qu'elles sont sur le quai de la gare, les voyages seraient plus agités. On serait Alors écrasé là, contre- il se passe dans un wagon qui roule à vitesse constante, en ligne droite, il se passe les mêmes choses au bar du TGV que au buffet de la cafétéria de la gare. Donc le fait d'être en mouvement ne change rien. Et ce que dit la relativité, c'est que chaque observateur ou chaque référentiel doté d'une masse se voit doté d'un temps propre qui n'est pas affecté par les mouvements qu'il peut avoir, puisque dans son référentiel il est immobile, et ce temps propre va se désynchroniser du temps propre des autres observateurs qui sont en mouvement par rapport à lui. Donc on est d'accord que mon spectacle est totalement faux du coup. Mais non, j'ai pas trouvé qu'il y avait d'erreur. Par contre, dans beaucoup d'ouvrages, on trouve une erreur. On dit par exemple, la relativité dit que la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Or, la vitesse d'écoulement du temps, d'abord, c'est une notion qui n'a pas de sens, puisqu'une vitesse, c'est une dérivée par rapport au temps. Donc, dire que le temps a une vitesse, ça voudrait dire qu'il change le rythme de son écoulement par rapport à son rythme d'écoulement. Ça n'a pas de sens. Non, lui il s'écoule. Voilà, donc le temps, il s'écoule d'une certaine façon. Enfin, on peut jouer sur les mots ensuite. Mais quand on dit cette phrase, on laisse entendre que quand on se déplace, notre temps change. Et en fait, non, il ne change pas. Non. En revanche, il se décale ou se désynchronise par rapport au temps propre des autres. Donc, il ne faut pas imaginer qu'il y a un temps universel dont la vitesse d'écoulement dépendrait de l'observateur. Il faut plutôt imaginer qu'il est universel pour les observateurs d'avoir un temps propre qui lui est propre. Oui, mais C'est pas tout à fait le même message. Non, mais n'empêche que moi, avec mes horloges, je me retrouve bien coincé quand même. Il faudrait revoir. Moi, je l'ai vu dans une sorte de joie. Une horloge, deux horloges synchronisées, vous en mettez une au sol, une à 1 km d'altitude. Oui. Est-ce que celle d'en bas tourne plus lentement que l'autre? Mais je sais pas ce que veut dire tourner plus lentement déjà. Que l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire tourner plus lentement? Les aiguilles. Elles vont toutes les deux battre la seconde. C'est quand elles vont se rapprocher que vous allez constater un décalage. Mais elles vont bien se décaler. Elles vont se décaler. De même que si vous partez très vite et me rejoignez, si au moment de notre séparation, nos montres sont synchronisées, quand nous nous retrouverons, si vous avez été très vite, eh bien elles seront désynchronisées. Mais c'est pas le fait de... Mais moi, mon temps n'aura pas été plus Voilà. long, court. Voilà, il n'aura pas été accéléré ou ralenti. Il sera ce qu'il est. Donc c'est un paradoxe quand même. C'est ce qu'on appelle le paradoxe des jumeaux de Langevin. Langevin. Ouais. Alexandre Astier, je voulais vous poser une question à propos des relations que vous avez avec les scientifiques ou les spécialistes que vous rencontrez pour élaborer vos spectacles. Il s'agit d'astrophysiciens pour
l'exoconférence, peut-être d'autres spécialistes pour la bête de Gévaudan. Comment est-ce qu'ils vous reçoivent ? Ils sont flattés, ils sont contents d'être consultés, ils sont ouverts à l'idée d'un spectacle à propos de leur sujet de recherche. Est-ce qu'ils ont peur que vous déformiez leur thèse ? Ils sont généreux, déjà, avant tout, de leur temps et de leur savoir, généralement. Alors, par quoi c'est motivé ? C'est difficile à dire. Ils sont probablement déontologiquement intéressés par le fait que le moins possible de conneries soient dites, j'imagine. C'est tout à l'intérêt général. Et après, pour leur intérêt personnel, je ne sais pas trop. Je pense qu'ils imaginent que la logique aurait voulu que je ne les consultât pas. Mais, ouais, en tout cas, ils pensent que dans mon métier, on ne s'embête pas trop avec ces trucs-là, certainement. Et le fait de me voir un peu inquiet quant à la vérité, si tant est qu'il existe un tel truc, mais je veux dire, ça doit les toucher, certainement. Et c'est vrai que je ne veux pas raconter de bêtises. Au-delà du fait que je ne veux pas raconter de bêtises, généralement, ce que je trouve auprès des gens qui ont passé leur vie dessus, c'est largement plus intéressant que le fantasme primaire que j'aurais pu avoir sur un sujet. En revanche, ça me demande d'abandonner quelque chose. Toujours. C'est-à-dire que le fantasme, je veux dire par là que les extraterrestres, j'aurais pas dit la même chose sans avoir consulté personne. Et ma mythologie personnelle sur les extraterrestres, je l'aimais bien, elle était chouette, je trouve. Enfin, je vivais avec. Vous avez fait la même chose pour Kaamelott ? Vous aviez rencontré des historiens C'est différent parce que la geste arthurienne est quand même mythologique avant tout. Elle a été construite par plusieurs auteurs. Elle a suivi les modes des siècles. Il y en a de toutes sortes, jusqu'au Monty Python qu'on fait la leur. Et c'est quand même un sujet libre, le monde arthurien. Quand on s'attaque à quelque chose comme la bête du Gévaudan, c'est un peu différent. Ou pour mon film David et Madame Hansen, quand j'ai été voir des gens qui étaient spécialistes d'Alzheimer, des choses comme ça, c'est la vie des gens, certaines personnes d'aujourd'hui. Donc, quoi que je puisse en penser avant, j'ai un petit trajet à faire pour comprendre mieux les trucs. Et généralement, finalement, ils sont plus créatifs, ces trucs-là. La vérité est plus inventive. C'est un peu impensif, je suis désolé, mais je pense qu'il est vérifié. La vérité est plus inventive. Les faits sont plus inventifs que les fantasmes. Bon, on sent bien, Alexandre Astier, que vous êtes curieux de ce qu'ils savent, mais est-ce que réciproquement, eux ne sont pas curieux de rencontrer le roi Arthur ? Peut-être, mais à la limite, si le fait d'avoir fait le roi Arthur me permet d'intéresser ces gens-là et donc de leur soutirer des informations, est-ce que c'est pas du donnant-donnant ? Ça sera le mot de la fin. Merci Alexandre Astier pour cette conversation dont j'avais annoncé qu'elle serait à bâton rompu et je crois qu'on a tenu l'engagement. Il me semble, oui. On aurait peut-être pu se battre physiquement, mais à la radio, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, on est d'accord ? Non, et puis j'étais pas du tout partisan de cette option. Bon. C'était La Conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Catherine Madure, à la technique Claire Levasseur et à la réalisation François Connard.